Dans la séquence vidéo précédente, nous avons vu comment déclarer concrètement une classe, comment déclarer concrètement des instances en C++. Nous avons vu comment déclarer et utiliser à la fois les attributs et les méthodes. Mais nous n'avons pas fait le tour des aspects encapsulation et abstraction, puisque pour l'instant nous avons vu uniquement les attributs et les méthodes, donc si l'on veut cet axe-là de l'aspect de ce diagramme, mais on n'a pas encore vu comment séparer en partie visible, ce qu'on appelle l'interface, et en partie cachée, les détails d'implémentation. Donc on n'a pas encore vu cet axe-ci de ce diagramme, ce qui fait l'objet donc de cette séquence. Comme nous avions vu dans la vidéo sur les concepts généraux de la programmation orientée objet, il n'est pas bon que tous les attributs et toutes les méthodes d'une classe soient accessibles à tout le monde. Il vaut même mieux d'ailleurs limiter l'accès à quelques méthodes bien choisies. Concrètement, pour la classe rectangle, nous avions décidé de limiter l'interface à la méthode surface et de mettre les attributs largeur et hauteur dans la partie cachée, dans les détails d'implémentation. Comment traduire cela concrètement en C++? Eh bien pour ça, on va utiliser deux mots-clés qui sont les mots-clés public et private. Commençons donc par private qui va déclarer la partie détail d'implémentation, la partie qui va rester cachée, la partie qui est privée. Donc ici, on va dire que les attributs hauteur et largeur sont private. Une fois qu'on a mis le mot-clé private suivi des deux points, toutes les variables et méthodes qui suivent ce mot-clé private sont toutes inaccessibles depuis l'extérieur de la classe, c'est-à-dire restent accessibles uniquement aux méthodes de la classe en question. Notez que l'on peut aussi bien sûr mettre des méthodes dans la partie privée, ce seront simplement des méthodes que seules les instances de la classe pourront appeler et pas les instances d'autres classes ni appelables depuis le main. Inaccessible depuis l'extérieur de la classe, cela veut concrètement dire que, par exemple, si dans le main ou dans une autre classe, on déclare comme ceci une instance rect de la classe rectangle et que l'on cherche, par exemple, à accéder directement, disons ici, à la hauteur, alors à ce moment-là, vous aurez le message que vous essayez d'accéder à, par exemple, hauteur et que c'est privé, donc vous aurez un message du compilateur. Vous ne pouvez pas le faire, cette partie is private. Par défaut, si vous ne spécifiez rien du tout, donc par exemple, si j'avais pas mis cette classe-là, comme on l'a fait en fait jusqu'à maintenant, ben par défaut, à ce moment-là, tout ce qui est déclaré dans la classe est private. Donc, en toute rigueur, sur l'exemple que l'on a ici, comme on n'a rien déclaré ici, la méthode surface est elle aussi private. Ceci dit, moi je vous recommande de systématiquement expliciter les droits d'accès et donc expliciter mettre private pour la partie private et puis donc mettre le mot-clé qui va permettre que l'on puisse accéder à la méthode surface de l'extérieur qui est le mot-clé public. Donc par exemple ici, on veut que la méthode surface soit accessible à tous, soit visible de l'extérieur, fasse partie de l'interface et donc on rajoute le mot-clé public suivi des deux points, et comme le mot-clé private, tout ce qui est depuis le mot-clé public jusqu'à un autre mot private est à ce moment-là dans la zone de l'interface, est accessible au public, est accessible de l'extérieur de la classe. Concrètement, si je reprends l'exemple précédent où, par exemple, dans le main, on avait déclaré une instance rect de la classe rectangle, eh bien, je pourrais, dans ce main, avec une variable, donc par exemple zebDouble qui aurait déjà été déclarée au préalable, appeler la méthode surface de la classe rectangle, puisque cette méthode surface ici étant publique, elle est accessible depuis n'importe où, et en particulier depuis le main. Si par contre, on avait oublié ce mot public ici, alors donc, par défaut, le droit d'accès est un droit privé, et alors à ce moment-là, on ne pourrait pas appeler la méthode surface à cet endroit-là. C'est exactement pour ça que dans la vidéo précédente, nous avions dit que l'exemple que nous vous donnions n'était pas tout à fait exact, comme nous n'avions pas précisé de droit d'accès, tout était en privé, et donc nous n'avions pas le droit d'accéder aux attributs et aux méthodes depuis le main. Laissez-moi maintenant vous rappeler les bonnes pratiques qui ont été présentées dans la partie très générale sur les principes de l'orienté objet, qui disent donc que l'on mettra en privé tous les attributs et la plupart des méthodes qui vont servir en interne et qu'on mettra dans la partie publique uniquement quelques méthodes bien choisies, ce que l'on appelle l'interface. Il est vraiment important de n'avoir absolument aucun attribut ici dans la partie publique.
Ceci dit, vous me direz, mais si tous les attributs sont en privé, comment faire si on a besoin de les utiliser? Par exemple, si je voulais changer la hauteur de mon rectangle, ceci en soi est discutable. Est-ce qu'on veut vraiment changer la hauteur d'un rectangle? Mais soit, supposons que l'on veuille donc accéder à la hauteur du rectangle, ou ne serait-ce que par exemple la connaître. Comment faire pour connaître la hauteur ou la largeur du rectangle s'ils sont en privé, puisque je ne peux pas y accéder de l'extérieur de la classe. Je ne peux par exemple pas faire quelque chose comme ceci, déclarer un nouveau rectangle, et puis donc vouloir afficher sa hauteur. Je ne peux pas faire cela, parce que donc l'attribut étant privé. Pour cela, on va mettre dans l'interface les méthodes que nous estimons nécessaires pour manipuler les attributs en modification ou en consultation. Donc par exemple, une méthode pour accéder à la hauteur, par exemple une méthode pour modifier la largeur. Par exemple ici, on voudrait une méthode qui permet d'accéder à la valeur de la hauteur, et on écrirait alors quelque chose comme ça, au travers donc d'une méthode getHauteur. J'insiste sur le fait que cette partie de la conception est extrêmement importante. Il ne faut pas systématiquement mettre des méthodes qui permettent de modifier, ni même de lire tous les attributs d'une classe. Mais il faut bien réfléchir à quels sont les attributs que l'on veut offrir au travers d'une méthode, soit en modification, soit donc en accès, en lecture depuis l'extérieur. De telles méthodes, c'est ce qu'on appelle des accesseurs pour accéder aux attributs et des manipulateurs pour les modifier. Les accesseurs, aussi appelés méthodes get ou getters, sont donc des prédicats puisqu'ils ne vont pas changer les attributs, dont on mettra donc le mot-clé const derrière leur en-tête, et permettent de retourner la valeur d'un attribut. Donc par exemple, si on veut retourner la valeur de l'attribut hauteur, hauteur étant de type double, on va retourner ici une valeur du même type, on va retourner la hauteur, donc un double. Get hauteur, la méthode est donc un prédicat, donc on va écrire ici que c'est const, et on écrira simplement retourne hauteur. Je vous rappelle que toutes les méthodes ont accès à tous les attributs, donc ici c'est bien la hauteur de l'instance courante. De la même façon, on peut ici déclarer un accesseur pour l'attribut largeur. On a aussi donc des manipulateurs, appelés aussi méthodes set ou setters, qui permettent de modifier cette fois-ci, et donc ce sont donc des actions, de modifier les attributs en leur affectant une valeur. Donc pour ça, pour affecter une valeur, il faut bien qu'on reçoive une valeur de l'extérieur, c'est cette valeur que l'on va mettre dans l'instance, et donc on va recevoir ici un paramètre qui est la valeur à mettre, et on retournera cette fois-ci rien. Ce n'est pas le but de retourner une valeur, mais de mettre une valeur, et la valeur que l'on a reçue, donc par exemple ici le paramètre h, on va la recopier donc dans cette hauteur, on la recopiera dans hauteur, et le paramètre l ici dans cette largeur, on le recopiera dans l'attribut largeur. Regardons donc un exemple complet, toujours avec notre classe rectangle. Dans la partie interface publique, on aura donc déclaré comme d'habitude la méthode surface, et puis on aura donc ajouté ici un accesseur à la hauteur qui est un prédicat, donc ici const, un accesseur à la largeur qui va retourner la largeur, et puis donc ici deux modifieurs comme présenté précédemment qui vont recevoir respectivement une valeur pour la hauteur et une valeur pour la largeur. Et puis dans la partie privée de notre classe rectangle, qui se termine ici, dans la partie privée, nous aurons donc les deux attributs hauteur et largeur. Comment on utilise ça? Donc dans le main, on va déclarer ici une instance rect1 de la classe rectangle, et puis on va donc utiliser la méthode setHauteur pour affecter la hauteur de rect1 à la valeur 3, ce qui aura donc pour effet de faire la chose suivante. On a donc ici une instance rect1 de la classe rectangle, et ici on appelle setHauteur qui va donc affecter une valeur à la hauteur de rect1. C'est donc bien la hauteur de rect1 qui va recevoir la valeur 3, puis ensuite on va appeler ici la méthode setLargeur avec la valeur 4, donc ici on va passer 4 et on mettra 4 dans la largeur, mais la largeur de rect1. C'est donc bien la largeur de rect1 qui recevra la valeur 4. Puis ensuite, donc par exemple, on pourrait vouloir afficher la hauteur, et on appelle ici donc la méthode getHauteur, ici donc qui va retourner la hauteur, mais la hauteur de rect1, et donc cet appel ici qui va nous retourner la valeur 3.
Alors une question que me posent souvent mes étudiants, c'est mais monsieur, pourquoi faire tout ceci? C'est trop compliqué. Pourquoi pas simplement tout mettre en public? Et auquel cas on pourrait accéder directement aux différents champs. On n'aurait pas besoin de mettre toutes ces méthodes get, set. Et surtout, on n'aurait pas besoin de réfléchir auquel mettre et quelle méthode bien choisir dans l'interface. Mais si on fait ceci, et supposons donc par exemple qu'on ait aussi un label qui donne un nom, par exemple au rectangle, ou qui est un outil dont on a besoin en interne. Dans ce cas, on pourrait tout à fait donc déclarer des instances comme ça rect de la classe rectangle et directement écrire rect.hauteur, par exemple, égale moins 36, mettre donc des hauteurs qui ne sont pas vérifiées, qui ne sont pas valides. Ici, on n'a absolument aucun contrôle sur ce que fait un autre programmeur utilisateur de la classe par rapport à la représentation donc de cette classe. Alors que si l'on obligeait les programmeurs utilisateurs de notre classe à passer par des méthodes, donc par exemple ici une méthode setHauteur, on aurait toute latitude pour vérifier les données que l'on a reçues, pour garantir l'intégrité de nos données, l'intégrité de nos rectangles. Donc, par exemple, ici, avec un test sur la valeur reçue, par exemple, si elle est inférieure ou égale à 0, bon, alors on gérerait l'erreur ici avec un message d'erreur, ou peu importe. Et puis, donc, si on a reçu quelque chose de correct, alors seulement dans ce cas-là, on peut transmettre la valeur reçue h à notre hauteur, ce qui garantit donc que notre rectangle a toujours une hauteur qui fait sens. Pour prendre un autre exemple, on aurait donc aussi accès à tous les attributs, donc par exemple des attributs plus sophistiqués comme le label ici, et donc on aurait accès à toutes les méthodes de ces attributs, donc par exemple ici à la méthode size de ce label, et puis donc imaginez que vous avez donc écrit 300 lignes de code comme ça qui utilisent le label de rectangle, et puis qu'un jour le programmeur de la classe rectangle décide de changer ce label, donc jetez vos 300 lignes de code pour réécrire d'autres lignes. Alors que si vous vous limitez à l'utilisation de l'interface qui a été spécifiée au préalable et qui ne doit pas être changée, si donc vous utilisez en externe l'interface qui a été spécifiée et que donc le programmeur de la classe lui décide de changer ses labels libre à lui, c'est lui qui devra tout reprogrammer dans sa classe. Vous, comme vous utilisez que l'interface, vous n'aurez rien d'autre à modifier. Vous pourrez donc continuer à utiliser la classe avec vos lignes de code que vous avez écrites jusqu'ici. Ces notions, ces contraintes donc d'orienter objet, ces notions d'encapsulation, d'abstraction, de limitation de l'interface prennent donc vraiment du sens quand on écrit des gros programmes, quand on partage du code au sein d'une équipe. C'est d'ailleurs dans ce contexte-là qu'elles ont été développées, qu'elles ont été inventées et mises en place. Mais c'est comme ceci que l'on fait de la bonne programmation, que l'on écrit des programmes que l'on peut facilement faire évoluer, c'est-à-dire des programmes modulaires. Donc même si dans un premier temps, ça vous semble un petit peu fastidieux sur des petits programmes qui sont développés dans le cadre d'exercices simples, pensez à cette pratique en vue d'une programmation plus large et d'une bonne programmation. Terminons cette séquence par un aspect technique qui génère souvent beaucoup de questions auprès des étudiants et qui découle de ce que l'on appelle le masquage. Le masquage, c'est lorsqu'un identificateur, un nom, masque un autre nom. Donc typiquement, on avait vu ça dans le premier cours d'introduction à la programmation avec le masquage ici d'une variable i qui est masquée donc par une autre variable i locale. Donc je vous rappelle que la portée de cette variable ici, c'est l'ensemble des lignes couvertes par le for, et donc la portée de ce i, ici c'était le for, et que le i en question ici, c'est bien le i du for, qui masquait donc le i bleu qui existe toujours, mais qui dans la partie rouge était caché. Donc ici c'est bien le i bleu, qui était caché donc dans la partie rouge du for, qui était masqué par ce i-là. Eh bien, il se produit la même chose lorsque l'on déclare des méthodes. Et donc, par exemple, supposons que l'on ait voulu déclarer la méthode setHauteur ici qui reçoit une valeur pour la hauteur. Et donc, on veut indiquer par un nom bien choisi que c'est une valeur pour la hauteur. Et donc, le programmeur ici déclare hauteur comme étant aussi le nom du paramètre. Donc, comment on écrirait cette fois-ci le corps de la méthode setHauteur? On écrirait hauteur, la hauteur du rectangle, ici c'est bien l'attribut hauteur, égale ici donc la hauteur reçue en paramètre, donc cette hauteur ici c'est la même que celle reçue en paramètre. Le problème du telle écriture, bien entendu, vous l'avez tout de suite vu, c'est que le mot hauteur désigne deux choses. Il désigne à la fois l'attribut et à la fois
le paramètre que l'on a reçu ici. C'est donc effectivement pas terrible pour le compilateur qui va vous insulter avec un message d'erreur en disant « je ne comprends pas ce que vous avez voulu écrire ». Donc dans ce cas-là, ce que l'on peut faire, c'est d'abord tout simplement changer le nom de l'attribut et puis donc avoir un nom qui n'est pas ambigu, comme nous l'avions fait dans un transparent qui précède. Mais l'on peut aussi désambiguiser le nom en disant que l'on veut la hauteur du rectangle, la hauteur de cette instance, et en utilisant donc un nom particulier qui est le pointeur this, qui veut dire un pointeur sur l'instance courante. Donc this, dès qu'on l'écrit, c'est un pointeur sur l'instance courante qui veut en gros dire mon adresse. Donc par exemple, pour un rectangle R1, dans une méthode, si on appelait une méthode f de R1, dans cette méthode, this vaut l'adresse de R1. Si on l'appelait sur une autre instance R2, this, à ce moment-là, dans la méthode appelée sur l'instance R2, vaudrait l'adresse de R2. Donc this sert bien à représenter dans une méthode l'adresse de l'instance courante. Donc par exemple, on pourrait écrire comme ceci, this flèche hauteur. Je vous indique ici, puisque c'est la première fois qu'on le rencontre, que la syntaxe flèche, comme ceci, A flèche B, veut simplement dire étoile A, point B. Si A est un pointeur, donc étoile A est l'objet pointé, et l'on prend donc le champ B de l'objet pointé par A. Tout ceci est un peu technique et n'a à mon avis pas besoin d'être retenu. Tout simplement, donc retenez peut-être la syntaxe, et donc si l'on a le pointeur this flèche comme ceci va permettre d'accéder aux méthodes et ici donc aux attributs de l'objet pointé par this, mais comme this c'est mon adresse, c'est-à-dire mes attributs. Donc ici, this flèche hauteur, ce sera bien la hauteur de l'instance courante, ce qui permet de garder le mot hauteur tout seul sans rien devant, comme le nom donc ici du paramètre. L'utilisation donc du mot-clé 10 est donc absolument nécessaire dans les cas de masquage. Ceci dit, moi je vous recommande d'éviter les cas de masquage et donc de donner des noms différents tout en restant significatifs, des noms différents aux attributs et aux paramètres des méthodes qui auraient besoin de toucher à ces attributs. Pour conclure, résumons ce que nous avons appris concernant les droits d'accès et les portées des attributs et des méthodes de classe. Donc, pour les droits d'accès, nous avons les deux mots-clés private et public qui opèrent sur l'ensemble des lignes de code qui les suivent. Private pour ce qui est de la partie strictement privée, c'est-à-dire l'ensemble des attributs et des méthodes qui ne sont accessibles que depuis la classe elle-même, et public pour l'ensemble des méthodes que l'on souhaite offrir accessibles de n'importe où dans le code, dans le main ou dans d'autres classes. Et puis donc si l'on déclare ici des attributs X et Y private, ils sont accessibles n'importe où dans la classe, en particulier dans les méthodes. Donc par exemple ici, en supposant qu'on n'ait pas redéclaré d'autres Y ailleurs, Y référera bien sûr le Y de l'instance courante. Par contre, on peut avoir donc un phénomène de masquage lorsque l'on déclare une variable comme ceci, typiquement un paramètre d'une méthode, qui va donc faire que, d'après les règles de résolution de portée qu'on avait vues dans le cours d'introduction à la programmation, va faire que ce nom se résout ici à la portée la plus proche, c'est-à-dire au nom du paramètre. Et si donc on souhaite pouvoir accéder à l'attribut X ici, à ce moment-là, il va falloir donc entre guillemets démasquer ce nom en rajoutant donc ici le pointeur this pour accéder à X. Ceci dit, je ne vous recommande pas d'utiliser cette façon de faire, je ne vous recommande pas d'utiliser les pointeurs 10, mais plutôt de choisir des noms différents et pertinents, différents entre les attributs et donc les paramètres de vos méthodes.